Bonjour à toutes et à tous. Au nom du Fonds de recherche du Québec et de son partenaire, le ministère de l'Éducation, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances qui permettra d'en connaître davantage sur les résultats issus de deux recherches menées dans le cadre du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire. Nous entendrons tour à tour Olivier Desutter de l'Université de Sherbrooke et Erin Barker de l'Université Concordia pour une rencontre qui prendra fin autour de 15h30. Les deux chercheurs-chercheuses seront accompagnés d'ailleurs de collègues qui ont participé à la rédaction du rapport, puis à la recherche en général. Je suis Karine Gendron, responsable de programme à la direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec, et c'est avec plaisir que j'animerai la séance d'aujourd'hui. Il est intéressant de savoir que depuis la première édition du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire en 2002, 10 appels de propositions ont été lancés à la communauté scientifique, permettant le financement de plus de 180 recherches. Précisons que le ministère de l'Éducation du Québec a financé la totalité de ces projets, de ces recherches. Nous les remercions de s'engager dans le soutien de la recherche et de reconnaître son importance afin d'éclairer les décisions, les stratégies, les actions gouvernementales à mettre de l'avant pour appuyer les milieux pratiques et citoyens. L'objectif principal du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire et de développer des connaissances afin de favoriser la réussite des élèves, des étudiantes et des étudiants au cours de leur cheminement scolaire à tous les ordres d'enseignement, ainsi que de contrer l'abandon de leurs études avant l'obtention du diplôme ou la qualification convoitée. Le programme mise particulièrement sur la création de partenariats entre le milieu de la recherche et le milieu pratique et sur l'appropriation et l'application concrète des résultats de recherche dans le milieu scolaire. Vous aurez peut-être compris que ce programme s'inscrit dans la programmation des actions concertées du Fonds de recherche du Québec. Aux actions concertées, ce sont les partenaires qui ont défini les besoins, les objectifs de recherche du programme, alors que le Fonds est quant à lui responsable de la gestion du financement, ce qui va de la coordination des comités d'évaluation des dossiers qui nous seront déposés jusqu'à l'organisation des différentes rencontres qui permettent aux équipes de recherche de discuter avec les partenaires des ministères et de différents milieux. Nous nous assurons également du respect de la liberté académique et de la propriété intellectuelle des chercheurs et des chercheuses. Au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, le Fonds organise une activité de transfert permettant de favoriser l'appropriation des connaissances par les milieux utilisateurs. C'est autour de cette rencontre que nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, un grand nombre de personnes sont avec nous en ligne. Vous êtes avec nous, vous provenez de milieux diversifiés, vous avez des intérêts différents, ce qui promet une période de questions très stimulante, une période d'échanges assez riche. Nous encourageons d'ailleurs ces échanges. N'hésitez pas à poser vos questions, à offrir des commentaires aussi aux équipes de recherche que vous allez entendre. Pour ce qui est du déroulement de la séance, chaque équipe disposera de 30 minutes de parole. Nous les entendrons ainsi tour à tour et vous pourrez poser vos questions pendant les 15 minutes qui suivront leur présentation. Je suis d'ailleurs accompagnée aujourd'hui d'Audrey Gontier, conseillère en recherche à la direction des politiques de la prospective, de la veille et de la recherche du ministère de l'Éducation. Elle a généreusement accepté d'animer la période d'échange. Elle se propose ainsi d'être votre porte-voix puisque vos questions seront à inscrire dans la boîte de discussion. D'ailleurs, vous constatez que vos caméras et vos micros ne peuvent s'activer puisque nous enregistrons la séance pour la rediffuser sur notre chaîne YouTube du Fonds de recherche d'ici quelques jours. Cela dit, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin puisque la période d'échange ne sera pas rediffusée, ne sera pas enregistrée. Par ailleurs, je vous informe que les questions écrites dans la boîte de discussion ne sont pas visibles à l'ensemble des participants et des participantes. Elles ne sont accessibles qu'aux panélistes, donc les personnes que vous voyez en ce moment à l'écran. N'hésitez donc pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête pendant la présentation et nous pourrons y répondre à la fin.
Je suis également accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, qui est responsable des aspects logistiques et techniques de la rencontre. Si vous avez tout éventuel problème technique, vous ne nous entendez pas, vous nous voyez mal, c'est vraiment Audrey qui pourra vous répondre. Elle pourra également partager parfois des liens de connexion, des liens vers des sites. C'est vraiment elle qui s'occupe de nous aujourd'hui d'un point de vue technologique et je la remercie de veiller sur nous ainsi. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Olivier Desutter de l'Université de Sherbrooke à nous présenter son projet de recherche s'intitulant Comment optimiser les impacts des projets culturels de longue durée sur la motivation et l'engagement scolaire des élèves du troisième cycle du primaire et du secondaire. Alors qu'il pourrait amorcer tranquillement son partage d'écran, je me permets quand même de le présenter brièvement. Olivier Desutter est professeur titulaire en didactique du français au département de pédagogie de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Il est titulaire de la chaire de recherche sur la littératie scolaire. Il est également directeur du collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture, puis directeur du Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage. Il est aussi accompagné de Mélissa Dumouchel, étudiante de doctorat, qui a d'ailleurs collaboré à la recherche et dont le projet doctoral, si je ne me trompe pas, s'inscrit également dans cette recherche. Donc, nous avons bien hâte de les entendre. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Puis, je vous cède la parole pour les 30 prochaines minutes. Voilà, merci à vous, merci au Fonds de recherche du Québec de nous offrir cette belle opportunité de partager les résultats de cette recherche. Je vais peut-être vous surprendre, mais en guise d'introduction de la présentation de cette recherche qui a porté sur les impacts des projets culturels mis en œuvre dans les milieux scolaires, je voudrais en fait vous partager un billet. Alors, on va voir si l'écran ne semble pas vouloir avancer. Ça, c'est... Voilà. Je voudrais vous partager un petit extrait d'un billet écrit par un journaliste sportif, Martin Leclerc, billet paru sur le site de Radio-Canada. Et dans ce billet, Martin Leclerc, il y a quelques semaines, réagissait à une décision prise dans une école de limiter l'accès à certains élèves aux concentrations sportives et culturelles de cette école. Et il écrit, ironiquement, la manière dont la plupart des programmes de sport-études et de concentration sportive et culturelle sont conçus va exactement à l'encontre de l'objectif qu'ils sont censés poursuivre en grande partie. Ces programmes visent à accroître la motivation des élèves, en particulier les garçons, à l'école à persévérer dans leurs études. Et il va poursuivre en montrant pourquoi, de son point de vue, il y a là un problème parce que actuellement, ces programmes ne sont pas accessibles à l'ensemble des étudiantes et étudiants. Alors, ce petit détour par les sports, parce qu'il me semble que la problématique est au cœur de ce qui nous intéresse, à savoir pourquoi faire du sport, mais surtout dans notre cas, pourquoi faire des activités culturelles à l'école, dans quel cadre le faire et pour quel élève, avec quel impact sur la persévérance et la réussite scolaire. Alors, pourquoi nous nous intéressons à la question de la mise en œuvre d'activités culturelles dans les milieux scolaires? Eh bien, c'est bien parce qu'il y a une plus-value reconnue à réserver de la place aux arts et à la culture dans l'école. Dans le programme de formation de l'école québécoise, on nous indique d'ailleurs que euh, les activités d'ordre culturel amènent les élèves à développer un ensemble de dispositions bénéfiques pour leurs engagements et leurs apprentissages. De nombreuses recherches aussi, dont celle de l'équipe d'Arlan en particulier, ont montré que la participation à des activités culturelles qui sont inscrites dans le cursus régulier de ce qui se passe à l'école accroissent l'intérêt des élèves pour leurs apprentissages, augmentent leur confiance dans leurs capacités, les amènent à se fixer des objectifs plus ambitieux. Et ce qui est intéressant, c'est que si Arlan a montré que ces activités ont un effet quand elles sont pensées à l'intérieur du cursus régulier, eh bien, à l'inverse, une recherche de Gay qui a été menée en milieu défavorisé dans une grosse école de Montréal auprès d'un nombre important d'élèves a montré que lorsque ces activités sont organisées plutôt dans un cadre parascolaire, eh bien là, on a démontré qu'elles avaient des effets plutôt limités en termes d'adaptation scolaire et sociale des élèves fréquentant cette école en milieu défavorisé.
Si on souhaite donner de la place aux activités culturelles à l'école, eh bien, cela peut se faire de différentes manières. Chaque personne enseignante peut, dans le cadre de ses activités, de sa matière scolaire au secondaire, introduire des activités culturelles. Elle peut le faire dans sa discipline, elle peut le faire aussi en collaboration avec d'autres dans une perspective interdisciplinaire. Mais on peut aussi évidemment amener ces élèves voir une exposition en sciences ou en art. On peut les amener à des spectacles, donc les fameuses sorties culturelles. On peut aussi inviter à l'école des personnes du milieu de la culture pour une intervention ponctuelle, des spectacles, des rencontres, des animations d'ateliers. Mais on peut également, et c'est ce qui va nous intéresser et ce qui a été au cœur de notre recherche, essayer de mettre en place des activités culturelles qu'on va appeler dans ce cas-là des projets culturels de longue durée qui nécessitent donc l'implication dans le temps d'une personne experte externe. C'est ce qui a fait l'objet de notre étude. Ces projets culturels de longue durée, il se fait aussi que dans le contexte québécois, ils sont favorisés, promus grâce aussi à des possibilités de soutien financier accordées par un programme conjoint entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture. Ce programme, qui est celui d'une école, accueille un artiste ou un écrivain pour des résidences longues. Eh bien, ce projet, il se réalise à travers un cadre particulier. La durée, c'est au minimum de 4 à 12 semaines. Il faut aussi que les artistes ou les écrivains amènent les élèves à connaître de manière active, participative, l'univers de la création, qu'ils soient en co-création avec les artistes. Il faut idéalement que les artistes disposent aussi d'un temps de création personnelle, que les élèves aient l'occasion de voir les artistes travailler dans le cadre de leur projet de création. On encourage aussi le fait que, évidemment, ces projets doivent être pensés en complémentarité, en collaboration entre les personnes enseignantes et les intervenants du milieu culturel, et qu'il appartient aux personnes enseignantes d'établir un lien clair avec les objectifs, évidemment, du programme de formation de l'école québécoise. Ces projets culturels de longue durée, dans les faits, et même s'il existe un programme pour les soutenir financièrement, il reste que ces projets sont rares. Selon les données qui nous ont été fournies justement par le ministère de l'Éducation, hein, on s'aperçoit que dans les 10 dernières années, c'est à peu près une cinquantaine de projets de ce type qui ont été mis en œuvre dans les écoles à travers le Québec. Et donc, ça n'est toujours qu'un 2% de l'ensemble des établissements scolaires et publics et privés où ce type de dispositif est mis en place. Et pourtant, plusieurs recherches ont montré ou permettent de penser qu'il s'agit quand même d'un dispositif intéressant, à haut potentiel, en particulier si l'on examine la possibilité aussi d'impact sur la persévérance et la réussite scolaire. Dans notre cas, avec une bonne partie des collègues impliqués dans cette recherche, nous avions déjà auparavant, dans un autre programme d'action concertée, pu travailler sur l'impact des activités culturelles ponctuelles, et on avait pu voir l'impact positif que ça avait sur l'accroissement de l'intérêt des élèves pour ces activités, sur le fait aussi qu'elles venaient changer leur rapport au travail créatif et au travail des personnes engagées dans la création. Dans le cadre d'un travail de maîtrise aussi avec Mélissa, on s'était intéressé aux activités ponctuelles liées spécifiquement à la discipline française et à la visite d'écrivains dans les classes. Mais il nous a semblé intéressant de poursuivre la recherche en s'intéressant donc à ces projets qui s'inscrivent davantage dans la durée. Et lorsqu'il est question de ces projets inscrits dans la durée, les travaux toujours de l'équipe d'Arlan qui nous ont beaucoup inspirés montrent qu'il y a 4 facteurs déterminants si on veut penser une optimisation des impacts de ces activités. Eh bien, le type d'intervention des organismes culturels ou des personnes professionnelles externes, la nature du projet, la collaboration entre l'artiste et la personne enseignante et la durée du projet. De là, évidemment, l'intérêt de regarder ce qui se passe lorsqu'on s'inscrit dans une durée longue. Donc, notre recherche, à la suite de l'appel lancé dans le cadre de l'action concertée, s'est orientée autour de 3 objectifs spécifiques: documenter les caractéristiques des projets culturels de longue durée, évaluer les effets de ces projets sur différentes dimensions de la motivation et de l'engagement des élèves. Nous avons travaillé avec des élèves de 3e cycle du primaire et de l'ensemble du secondaire.
et caractériser, je vais vous présenter ça rapidement dans le cadre théorique, ce qu'on a appelé là, à la suite des travaux de Samonian, les expériences d'affordance socio-culturelle vécues par les élèves. Et à la fois, pour ce qui est de l'impact sur la motivation et des traces d'affordance, on a regardé s'il y avait là des variables à la fois liées au genre des élèves ou bien aux milieux socio-économiques dans lesquels se situent les écoles, et des éléments aussi contextuels liés aux différents types de projets. Donc, je le signalais sur le plan théorique, évidemment, nos travaux ont emprunté des cadres qui portent d'une part sur la motivation et l'engagement scolaire, des cadres que vous connaissez bien déjà pour la plupart d'entre eux, hein. On a choisi aussi de mettre de l'avant l'idée un peu d'engagement scolaire en complément de la notion de motivation, donc la motivation étant le déclencheur du processus d'engagement. On a considéré dans nos travaux, avec l'expertise de notre collègue Jonathan Smith, évidemment les facteurs de la dynamique motivationnelle en contexte scolaire, des choses classiques que vous connaissez, le sentiment de compétence, les buts, la valeur attribuée aux apprentissages, la perception de l'utilité. Et on est parti de l'idée, en s'appuyant sur de nombreux travaux existants, que la motivation en contexte scolaire, évidemment, elle se renforce ou elle se détériore en fonction d'un certain nombre de conditions de scolarisation, de certaines expériences vécues dans le cursus scolaire. Peut-être ce qui était un peu plus original, c'est d'utiliser aussi le concept d'affordance. Je vous en ai dit un tout petit mot, donc on emprunte à Simonian. On peut dire que l'affordance, c'est en fait ce qui se passe lorsqu'il y a la rencontre entre un individu, dans notre cas un élève, lorsqu'un élève est face à un objet ou mis dans un environnement particulier, il peut se passer quelque chose. Ce qui se passe à ce moment-là va générer chez cet élève deux types d'éléments, va pouvoir générer un éventuel intérêt pour cet objet ou ce qui se passe dans cet environnement. C'est ce qu'on appelle une affordance intentionnelle, mais cette rencontre va aussi pouvoir générer des actions, des actes, c'est ce qu'on va appeler les affordances réelles, les actes générés par ces dispositifs ou environnements. Dans notre cas, le dispositif, c'est bien celui de la mise en œuvre des projets culturels de longue durée. Et pourquoi il y a un lien entre affordance et motivation-engagement? C'est parce que la recherche a démontré que ces affordances, lorsqu'elles sont positives et qu'elles sont réelles, elles peuvent avoir un effet transformateur sur les sujets concernés. Comment avons-nous agi sur le plan de la méthodologie? Quels sont les types de données que nous avons analysés? Je laisse Mélissa vous présenter ces éléments-là. Merci beaucoup, Olivier. Oui, donc pour la métho, en fait, on s'est intéressé, vous l'aurez compris, avec les objectifs, à l'expérience que les élèves ont vécue au niveau de la motivation, de l'affordance. Donc, on a fait des questionnaires auprès des élèves en deux passations. Donc, un premier avant le début des projets culturels et un autre à la suite des projets culturels. On a fait aussi des entrevues individuelles semi-dirigées avec les élèves. Euh, Pendant les projets culturels, on a fait des observations filmées à entre 2 et 3 reprises par projet. Et aussi à la suite des projets, on a fait des entrevues individuelles semi-dirigées avec les artistes et les personnes enseignantes qui étaient impliquées, qui nous donne des données sur 2 ans qui ont été collectées et on a pu donc documenter 14 projets culturels de longue durée en tout, dont 12 qui ont été financés par le programme gouvernemental dont Olivier a parlé un peu plus tôt. Donc, on a 6 projets qui se sont déroulés au primaire, 8 au secondaire, dont un à la FGA. On s'est promené un peu sur sur le territoire québécois. Donc, on a des projets qui se sont déroulés dans 8 régions administratives, dans différentes disciplines scolaires. Vous verrez le détail un petit peu plus loin. On a 38 séances d'observation filmées, donc on a à peu près 100 heures de vidéo. Je passe un peu rapidement. On a 133 entrevues individuelles avec des élèves. Puis 423 questionnaires aussi qui ont été remplis pour les 2 passations en tout. Donc, avec l'élagage, là, parfois qu'on n'a pas les données du temps 1 et du temps 2. Donc, 423 qu'on a les 2 temps. Donc, ici, vous avez un tableau qui est sur 2 diapos là, sur les 14 projets. Vous avez un peu le détail des 14 projets qui ont pu être
documenté. Donc, vous pouvez voir, entre autres, le détail des régions administratives, de l'indice de défavorisation des écoles, les disciplines scolaires impliquées, les niveaux scolaires. Donc, on a réussi à aller chercher une assez bonne variété. Là, si je vous en présente quelques-uns, on a un projet de modèle 3D qui a été créé dans un cours de sciences. On a une bande dessinée collective, chansons collectives, pièces de théâtre, balades sonores, structure extérieure qui a été faite en art plastique. On a aussi des projets en français qui ont été faits sous forme de résidence d'auteur, avec des ateliers de poésie, ateliers d'écriture de haïku, ateliers de théâtre, tout ça. Donc, ce sont des projets qu'on a pu documenter dans le cadre du projet de recherche. On peut passer, Olivier, Merci si tu Mélissa. Il veux. faut ajouter aussi que ces données ont Mm, été rassemblées dans un contexte historique mm. dont on garde tous les traces. C'était la fameuse période de la pandémie. Et donc, il faut remercier les personnes enseignantes là, qui, malgré ces circonstances-là, nous ont permis d'avoir accès à ce qui se passait dans les milieux. Évidemment, ça a décalé aussi certaines collectes de données, mais c'est un exploit d'être parvenu quand même à pouvoir documenter autant de projets dans ce contexte si particulier. Absolument. Donc, merci aux personnes enseignantes qui ont ouvert leurs portes et parfois leur écran dans ces conditions-là. Absolument. Et même, Donc, oui, ben même pour leur lancer encore des fleurs, non seulement ils ont accepté d'accueillir une équipe de recherche, mais ils ont aussi mené des projets culturels de longue durée dans ces circonstances-là. Donc, c'est comme un double choix qu'elles ont, euh, qu'elles ont fait. Je poursuis, Olivier, avec l'analyse des données, ou tu voulais ajouter oui, quelque chose? vas-y, vas-y. C'est bon. Oui, donc, pour un peu répondre à nos objectifs de recherche qui ont été présentés un peu plus tôt, donc, il fallait, dans un premier temps, identifier les caractéristiques de chaque projet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été proposé aux élèves. Et c'est là où sont venues nos données vidéo, les notes de terrain et aussi les verbatims des entrevues avec les personnes enseignantes et les artistes ont permis d'aller chercher un peu, ben, c'est quoi les caractéristiques, qu'est-ce qui a été mené comme projet pour comprendre, ben, justement, ben, c'est quoi les effets sur la motivation, l'engagement. Il fallait savoir qu'est-ce que les élèves ont vécu comme projet. Et donc, dans notre deuxième objectif pour savoir ces effets-là, ben, ce sont les résultats de nos deux questionnaires en deux passations. Donc, on a fait des analyses de variance multivariée avec des MANOVA. Et pour ça, on a fait des regroupements des écoles en fonction de l'indice de milieu socio-économique. Et pour répondre au troisième objectif, donc pour caractériser les effets des affordances socioculturelles, c'est là où sont venues donc les entrevues avec les élèves. On a fait des analyses thématiques sur les verbatims, des entrevues avec les élèves, des personnes enseignantes, des artistes, en fonction donc des concepts de motivation, d'engagement et d'affordance. Sachez que vous trouverez dans les annexes du rapport de recherche qui est déjà en ligne une série d'informations intéressantes à ce sujet. D'une part, dans les annexes, nous avons repris les questionnaires qui ont été soumis aux élèves, questionnaire 1, questionnaire 2, le guide d'entrevue, mais aussi, si cela vous intéresse, vous trouverez là dans les annexes quelques extraits de pages des données statistiques, des données quantitatives, mais aussi quelques extraits des entrevues avec les élèves. Donc cela vous permettra vraiment de vous baigner dans la réalité des données sur lesquelles nous avons travaillé. Donc les principaux résultats, des résultats qui nous amènent à penser qu'il y a effectivement de très bonnes raisons de faire la promotion des projets culturels de longue durée dans les milieux scolaires. Premier élément qui ressortent de l'analyse, donc des questionnaires sur la motivation qui ont été passés avant et après le projet. Et un premier résultat qui a surpris, surtout au départ, notre collègue spécialiste de la motivation, Jonathan, c'est qu'on s'est rendu compte que, alors que habituellement, la plupart des recherches qui portent sur la motivation scolaire et qui s'inscrivent dans une perspective longitudinale, qui regardent l'évolution de la motivation à travers le temps, à travers différents moments d'une année scolaire, etc., eh bien, la plupart de ces recherches montrent, sans surprise sans doute, qu'il y a en général une baisse des courbes d'intérêt des élèves, des éléments de motivation, etc. Et de manière un peu étonnante, dans notre cas, on a obtenu une courbe différente. On n'a pas obtenu une courbe qui était nettement vers le haut, mais on a obtenu une courbe stable, ce qui quand même venait un peu se marquer comme différent
de la courbe normalement attendue, ce qui nous a amené à penser qu'on peut vraiment mettre de l'avant l'idée que la mise en place des projets culturels de longue durée a un effet potentiellement, c'est le terme qu'on a choisi, potentiellement protecteur sur la motivation et la persévérance. Donc, dans le fait qu'ici, on n'est pas dans la baisse attendue, mais on était dans des éléments stables et surtout pour plusieurs éléments stables dans la courbe, pour plusieurs éléments importants de la motivation, le sentiment de compétence, l'utilité des apprentissages, une non-baisse des buts de performance évitement ou de l'évitement de travail, alors qu'on s'attend généralement à une baisse. On était là aussi sur des éléments stables entre généralement deux périodes qui étaient éloignées dans certains cas de 3, 4, 5, voire 6, 7, 8 mois, puisque parfois certains projets se sont étalés presque sur l'ensemble de l'année scolaire. De plus de la moitié des élèves, près de 60%, ont déclaré à la fin du projet avoir davantage le goût de s'investir, non pas dans des projets culturels, mais de manière large, dans leur formation scolaire et leurs études. À ce sujet, pour ce qui est des données relatives à la motivation en général, à la motivation scolaire en général, nos données n'indiquent pas de différence significative sur le plan du genre et pas non plus de différence significative selon le statut socio-économique de l'école. On va voir que les choses changent un peu pour ce qui est de la suite des résultats, à savoir la partie de questionnaire qui a porté directement sur l'appréciation du projet culturel lui-même. Donc, non pas les données générales sur la motivation, mais l'appréciation des projets. À ce sujet-là, les types de projets, évidemment, a fait l'objet d'un très haut taux de satisfaction de la part des élèves, une grande partie d'entre eux, 86%, et autant des garçons que des filles sans différence significative, mais aussi là, pas non plus de différence sur le nombre d'élèves, c'est-à-dire à peu près la moitié, là, qui nous ont dit qu'à la suite de ce type de projet, ils s'étaient investis un peu plus ou beaucoup plus qu'habituellement dans le cadre du cours dans lequel l'activité s'était déroulée. On entre dans des éléments où il y avait une petite différence là en termes de genre. Les filles qui, en plus grande majorité, ont indiqué avoir le goût de s'investir directement dans des activités culturelles. Et puis, une différence surtout à souligner de notre point de vue, c'est qu'il y a une différence là par rapport à nos catégories. On a regroupé les écoles, comme l'a dit Mélissa, selon les indices de milieu socio-économique, et on s'aperçoit dans ces données que les élèves des établissements les plus défavorisés sont significativement plus nombreux à avoir aimé le projet, à s'être investis et avoir le goût de s'investir davantage dans des activités culturelles. Si on va toujours voir les résultats du questionnaire après la mise en place du dispositif, là aussi des éléments qui soulignent la pertinence de la mise en place de ces dispositifs, puisqu'on a demandé aux élèves de nous partager un peu les sentiments qu'ils avaient éprouvés à la fin de ce projet, et on s'aperçoit que dans les sentiments dominants, hein, les élèves évoquent la joie, la confiance en eux, la fierté, et dans des proportions assez importantes qui sont là évidemment autant d'éléments à considérer en termes d'indicateurs pour ce qui est de leur motivation. Ici aussi, euh, des résultats qui sont significativement différents et plus marqués en termes positifs pour les écoles fréquentant les milieux défavorisés. Et pour ce qui est des sentiments plus négatifs, les filles, qui étaient sans doute liées à d'autres circonstances aussi, ou d'autres éléments qu'on connaît par ailleurs, plus nombreuses à avoir éprouvé de l'anxiété et de la frustration. Traduire tout cela par quelques mots d'élèves, hein, voilà. Vous voyez les mots qui ont été soulignés, plaisir, imagination. C'est pas notre enseignante qui disait qu'est-ce qu'on devait faire, c'est nous qu'on devait imaginer. Hein. Ce genre d'activité nous permet de découvrir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend déjà à l'école. Ça nous sort de notre zone de confort, etc. Une fierté. Chaque fois qu'on va passer dans l'école, on va se souvenir de ce qui s'est passé puisque l'œuvre a été installée là, dans ce cas-là, à l'entrée de l'école, etc. Alors, si on poursuit sur le fait qu'on a pu cumuler un certain nombre de bonnes raisons de faire la promotion des projets culturels de longue durée, en allant voir du côté effectivement donc des entrevues avec les élèves, on s'est aperçu qu'il était possible de regrouper les propos des élèves
autour de quatre besoins principaux qui étaient exprimés par les élèves. Un besoin de vivre une expérience positive, un besoin d'apprendre et de réussir, un besoin de se mobiliser et un besoin d'entrer en relation avec des pairs et des adultes. Euh, Par ailleurs, les élèves ont beaucoup souligné le fait que, et ça transparaissait dans une des petites citations que j'ai données tout à l'heure, où un élève disait que c'était tellement différent de ce qui est vécu habituellement à l'école. Donc on s'aperçoit que les élèves soulignent leur intérêt du fait qu'on sort du cadre habituel de l'école, on fait éclater la forme scolaire traditionnelle. On a aussi pour la première fois la présence en classe d'un autre adulte significatif, pas seulement la personne enseignante, donc deux adultes qui interviennent dans la classe. On a souvent des projets qui ne se réalisent pas individuellement, mais qui se réalisent en équipe avec une dynamique de collaboration entre pairs. Et on a aussi des projets pour lesquels est pensé autrement. Évidemment, le volet qui pèse beaucoup souvent sur les élèves, qui est celui de l'évaluation scolaire traditionnelle. On est dans un autre cadre ici et les élèves, en outre, se disent motivés de réaliser quelque chose qui aura aussi la possibilité d'être partagé à l'extérieur. Donc le fait que l'œuvre puisse être diffusée, c'est un élément qui a été souligné par de nombreux élèves rencontrés en entrevue. En tenant en compte l'ensemble des éléments que nous avons pu recueillir. Cela nous amène à identifier un certain nombre de conditions gagnantes pour mettre en place ce dispositif et pour essayer d'en maximiser le potentiel. La qualité de la relation qui est établie avec les élèves, à la fois par les deux adultes significatifs, le soutien affectif et cognitif qui leur est apporté dans la réalisation du projet, puisqu'on a ces deux personnes qui interviennent, elles doivent évidemment s'entendre sur la complémentarité de leur rôle, on y reviendra. La prise en compte des quatre types de besoins que je viens d'évoquer, hein, le besoin de vivre une expérience positive, d'apprendre, de réussir, s'investir, d'entrer en relation avec des pairs et des adultes, mais aussi évidemment le fait que le projet qui est proposé soit en résonance quand même déjà avec un intérêt préexistant chez certains élèves. Hein, c'est pas possible d'imaginer que tout le monde ait déjà de l'intérêt pour le type de discipline ou le type de projet concerné, mais on s'aperçoit que quand il y a quand même déjà une résonance possible avec certains, ça facilite les choses. Et puis surtout aussi, parce que les élèves sont très sensibles à ça, et surtout dans un contexte où on installe une autre forme de travail, il faut que l'organisation soit claire, les étapes, ce qui est attendu, les consignes, etc. En fonction de tous ces éléments, et c'est un document qui se retrouve aussi dans les annexes du rapport, nous avons établi ce qu'on considère comme pouvant être un guide pour la planification et la mise en œuvre de ces projets culturels de longue durée. Donc, vous verrez dans ce document qui peut servir de guide deux phases. Ben, comment planifier le projet et comment, évidemment, le réguler en cours de route et enfin, comment l'évaluer à la fin. Et les consignes qui sont données là, les conseils aussi pour certains, sont structurés autour des quatre besoins qui ont été identifiés dans l'analyse des entrevues avec les élèves. Donc le besoin de vivre l'expérience positive, le besoin d'apprendre, de réussir, le besoin de se mobiliser, le besoin d'entrer en relation avec les pairs. Je n'aurai pas le temps de détailler évidemment les éléments de ce guide, mais je vous invite à le découvrir dans les annexes du projet. J'en arrive vers la fin de ma présentation et donc aussi comme nous y invite souvent le programme, un certain nombre de recommandations. Alors, en lien avec ce que je viens de vous présenter, ben, on conseille évidemment de porter particulièrement attention à la phase de planification du projet, une planification qui devrait idéalement se faire en collaboration entre la personne enseignante et la personne intervenante du milieu culturel, et que cette planification soit faite en pensant avec un outil comme celui que nous avons élaboré, peut-être, à voir comment il sera possible de maximiser les possibilités d'affordance positive en lien avec les différents types de besoins. Deuxième recommandation, c'est évidemment, et ça peut sembler aller de soi, mais toutefois c'est un élément
tout à fait capital. Comment aussi redonner place et valoriser dans ce cas-ci quelque chose qui n'est pas toujours valorisé dans le contexte scolaire habituel, à savoir la créativité. La créativité comme véhicule d'engagement, de persévérance et de réussite, hein. On sait combien cette créativité peut être source d'émotions, d'accomplissement positif chez les élèves. Ils en ont témoigné lorsqu'on a recueilli leurs impressions. C'est donc un élément essentiel. On voit aussi qu'à partir du moment où on vient faire éclater la forme scolaire traditionnelle, eh bien, on doit apprendre à travailler dans une autre logique. Et on retrouve là des choses qui sont bien anciennes dans les pédagogies un peu alternatives, hein, qui est par exemple la valorisation de la pédagogie du projet. Donc il faut aussi que les enseignants soient prêts à s'inscrire dans cette perspective-là, que les personnes évidemment intervenantes externes fassent la même chose. Dans ce contexte-là, lorsqu'on fait éclater la forme traditionnelle, lorsqu'on s'engage dans ce type de pédagogie un peu différente, évidemment, pour chacun des acteurs, les élèves, la personne enseignante, la personne externe, il y a une prise de risque et donc il y a aussi de nouveaux rôles à endosser, des rôles qui sont parfois inhabituels pour certains acteurs, en particulier la personne enseignante qui va peut-être parfois à un moment donné devoir décaler un peu sa manière d'agir, trouver la place pour la personne experte. Notre collègue Anne Nadeau a par exemple montré qu'il était important d'établir une distinction entre l'enseignant qui agit à titre de passeur culturel et la personne externe qui, elle, a une véritable mission de médiation culturelle. Pas tout à fait la même chose si on joue le rôle de médiateur ou de passeur culturel. Euh, on avait souhaité, nous, dans le cadre de la recherche, nous mettre à l'écoute des élèves, mais ce qui est apparu, c'est qu'évidemment, c'est une démarche qui serait bien utile en cours de processus, en termes d'éléments de régulation aussi, donc pouvoir laisser de la place pour que les élèves puissent régulièrement donner leur rétroaction par rapport à ce qui se vit dans le projet. Dans tous ces contextes-là, et on y reviendra en finale, penser à la question de la formation initiale et continue des enseignants, mais aussi surtout des personnes intervenantes du milieu culturel, c'est quelque chose actuellement qui est totalement inexistant. Pour l'instant, les personnes qui bénéficient du soutien financier pour aller intervenir dans les milieux scolaires, dans le contexte québécois en tout cas, n'ont aucune obligation de suivre un module de formation initiale, de sensibilisation à un certain nombre d'éléments. Nous avons fait un certain nombre de recommandations en ce sens dans notre rapport et on pourra y revenir peut-être dans l'échange tout à l'heure. Et puis enfin, c'est un élément qui nous tient à cœur à partir du moment où on s'aperçoit que la mise en œuvre de ce type de projet a un impact à ce point positif sur le maintien de la persévérance et de la réussite. Il nous semble que ça vaut la peine d'investir pour que ces projets soient vécus dans un plus grand nombre d'établissements scolaires et peut-être en particulier dans les établissements de milieux défavorisés, puisqu'on a vu qu'il y avait des différences significatives à ce niveau-là. Il nous semble aussi que à l'heure où, depuis quelques semaines, il y a une vaste mobilisation des milieux culturels concernant l'avenir des différentes organisations et des différents artistes dans notre province, ben, il y a là certainement aussi des choses à regarder en termes de partenariat, encore davantage institutionnalisé. Comment on peut assurer l'avenir de la culture si on ne pense pas un avenir qui est aussi pensé en termes de partenariat structurel et pérenne avec les milieux scolaires. Et je termine par cet élément qui nous renvoie dans notre propre cours en tant que professeur-chercheur en éducation intervenant dans la formation initiale et continue des enseignants. Ben, la mise en œuvre de ces projets culturels, elle amène les personnes enseignantes à mobiliser plusieurs compétences du nouveau référentiel de compétences professionnels établis par le ministère. On en a pointé trois qui sont explicitement nommés dans ce référentiel de compétences. Le fait de savoir agir en tant que médiatrice ou médiateur d'éléments de culture, le fait de soutenir le plaisir d'apprendre, de collaborer avec des partenaires, autant de compétences qui se construisent évidemment dès la formation initiale et qui se poursuivent en formation continue. Et si on veut construire ces compétences en formation initiale, il nous semble qu'il faut dès lors aussi permettre à nos propres étudiants dans les programmes de formation initiale à l'enseignement de faire eux-mêmes
l'expérience de projets culturels, de pédagogie de projets à visée culturelle en collaboration avec des artistes. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent expérimenter pour la première fois en fonction dans les milieux, il faut qu'ils puissent le vivre dès l'université. C'est la raison pour laquelle des programmes comme les passeurs culturels ont été mis en place à l'Université de Sherbrooke en soutien avec le ministère, mais ces programmes ne sont pas pérennes. Et donc là aussi, nous préconisons qu'il y ait une réflexion, par exemple, pour que parallèlement au programme, une école accueille un artiste ou un écrivain. Pourquoi pas imaginer qu'il y ait, dans le jour où il y aura à nouveau possibilité de réels investissements, d'envisager un programme, une faculté d'éducation accueille un artiste ou un écrivain de manière à pouvoir aussi permettre à nos étudiants, dès la formation initiale, de faire ce type d'expérience. Dans les dernières dias, vous aurez des informations là, sur nos activités de diffusion. Et puis j'attire votre attention peut-être sur une publication qui s'inscrit pleinement dans ce qu'on a essayé de faire et dans notre souci aussi que ces recherches débouchent sur des résultats concrets pour les enseignants, en lien aussi avec le travail doctoral de Mélissa, où elle se concentre, elle, principalement sur ce qui se passe du côté des dispositifs de résidence d'écrivains dans les classes. Eh bien, nous avons édité l'année dernière ce volume original, Rencontres, qui est composé de 15 textes inédits écrits par des auteurs jeunesse québécois qui, dans ce volume, évoquent leurs expériences de rencontres avec des élèves dans les milieux scolaires sous des formes très très variées. Et on a complété ces textes littéraires inédits de créateurs québécois qui évoquent leurs expériences dans le milieu par une petite section d'un guide pédagogique sur comment préparer des élèves et comment surtout aussi préparer des enseignants et des artistes à ce type d'activité. Alors, Nous pourrions passer à la prochaine présentation, donc celle d'Erin Barker de l'Université de Concordia, qui nous présente un projet de recherche intitulé Développer et évaluer une intervention tableau de bord bien-être afin d'améliorer les connaissances, la recherche d'aide et la prestation de services en matière de santé mentale parmi les étudiants et les étudiantes universitaires vulnérables. Notez que la présentation sera prononcée en anglais pour cette fois-ci, mais le PowerPoint que vous voyez à l'écran sera en français. Donc, ce sera en quelque sorte une présentation bilingue. D'ailleurs, Erin Barker sera accompagnée de Jessica Mettler qui pourra aussi répondre à vos questions en français. Donc, sentez-vous bien libre de poser les questions en français ou en anglais à la fin de la présentation. C'est vraiment une présentation qui se veut bilingue, je vous dirais. Donc, je présente brièvement Erin, qui est professeure agrégée au département de psychologie et puis membre du Centre de recherche en développement humain de l'Université Concordia, où elle dirige le laboratoire sur le bien-être au cours de la vie. Elle est psychologue du développement et puis elle s'intéresse à la façon dont le stress et les stratégies d'adaptation affectent la santé mentale et le bien-être pendant la transition vers l'âge adulte. Erin Barker a suivi sa formation supérieure aux universités de Victoria et d'Alberta au Canada et elle a effectué des stages postdoctoraux au National Institutes of Health et à l'Université du Wisconsin aux États-Unis. Voilà, et puis elle sera accompagnée d'ailleurs de Jessica Mettler, qui est une chercheuse postdoctorale qui a participé à la recherche et qui pourra répondre, là, comme je vous l'ai dit, à vos questions en français à la toute fin. Donc, on vous remercie de votre présence aujourd'hui, puis je vous cède la parole pour les 30 prochaines minutes. Merci beaucoup. Okay. Oh, I've lost. Okay. I've just sort of, I've lost. There we go. Thank you all for coming today to hear about the project that we've been working on for the past couple of years, where we have been evaluating an intervention to basically promote help seeking in university students. So I'm going to just start with an overview of the presentation. So I'm going to go over a brief context. So what was the rationale or the motivation for this project? Then I'll describe the project in detail. So we had 3 objectives that unfolded across 3 different phases. And then I'll talk about the importance and the action points. And then we can open it up to questions.
So, what was the motivation for this project? Well, as Karine mentioned, I study stress and coping within the higher education context during the transition to adulthood. And we know that over the past 20 years or so, going on 25 years, the rates of participation in post-secondary education have been increasing. So these figures are from Stats Canada. That range from 2001 to 2014, just showing there was about a 10% increase in participation in post-secondary education across different socioeconomic groups. So there was an increase for men and women, there was an increase for lower and higher SES groups. And we've seen since 2014, so these are data from Statistics Canada as well, but specific to Quebec, a bit that we've sort of held at that level, at the 2013-2014 level. There's been a few ups and downs, maybe in the last couple of years, but I saw our recent application data for Concordia just last week, and it seems like we've gone back up again. So roughly, we can say that we're holding steady. And we know from the research on the post-secondary experience that a lot of post-secondary students experience high levels of stress. So in 2019, a group led by Brooke Linden at Queen's University in Kingston, they published the Post-Secondary Student Stressor Index after conducting interviews with students about their stressful experiences. And the domains that they identified in terms of stress were, of course, academics. We know that academics are stressful. The academic work itself can be stressful. The learning environment, if things aren't clear to students. And then the culture on campus. So is it one that's highly competitive? Do students experience harassment or discrimination, pressure to succeed? But students also report stressors beyond or outside of the academic context. And those include interpersonal stressors, so making new friends, balancing social life, comparing themselves to others, and also personal stressors as well. So, how do you actually just get a good night's sleep? How do I exercise? What do I eat? How do I pay for all of this post-secondary education? And in our recent research from our lab, we've been exploring actually the intersection among these different domains of stress. So academics with the interpersonal and the personal. And we find that actually students are experiencing a lot of, what we might call work-life balance stress or role strain as they try to actually manage and coordinate essentially these different aspects of their lives. And we also know from many, many different reports and surveys that have been done over the past few years that those stressful experiences seem to be translating into what some have referred to as a mental health crisis on university campuses. So this is just an example from one report where we see, a sort of a full range of percentages from a third to, almost, 3/4 or more of students are reporting some type of distress, whether that's elevated depressive symptoms, whether that's subjective levels of stress, whether that's interference with their academic work. And I think awareness of this mental health crisis has increased since the COVID-19 pandemic. So people were talking about it beforehand, of course, but there's been a lot more awareness since COVID-19 and a lot more action, I think, being taken. So, for example, the FRQ has funded the observatory here in Quebec to kind of monitor the situation of student mental health on post-secondary education campuses. And so where does our project come into this context? Well, we also know that, despite those high levels of distress and more students going on to post-secondary education, actually rates of help seeking are quite low among this population. So for whatever reason that might be, they don't know how to seek help. They don't know they need to seek help. They don't want to seek help. They're embarrassed. Whatever the case might be, rates of help seeking are relatively low. And so that's where our project came in. So we wanted to develop or test or pilot test an intervention to see if we could get more students to actually seek help for the distress that they're experiencing. And our project unfolded in 3 phases. We had 3 objectives that unfolded in 3 phases.
So if we want to help students seek help, we have to first know who's distressed. So what are those patterns of distress? When are they distressed? Who's distressed? So we know when to intervene and who to intervene with. Then the second phase of the project was to actually develop the intervention. So informed by theory, which I'll discuss in detail, but also informed by the results of phase 1. And then phase 3 was to actually evaluate the intervention itself. So for objective 1, we used existing data that we had collected at Concordia University across the 2020-2021 academic year. So there was an existing project that was in the works ahead of COVID. It turned out this is when it actually we actually got to enact it, was during the COVID year. But what we were able to do is collect data every 2 weeks across the full academic year. So we started with 1,000 participants in September, and then we had some attrition, but every 2 weeks we surveyed students about their well-being, essentially their stress and their well-being experiences. The sample was recruited by the Office of Institutional Planning and Analysis at Concordia University. So they sent out 7,000 emails in the first semester or the first week of the semester, sorry. And we reached our target sample was 1,000. We reached that within the first 2 weeks. And the recruitment emails were sent out. They were stratified across year of study and across our 4 faculties. So we got a fairly representative sample, again, across the 4 faculties and across the 4 cycles. In terms of demographic characteristics, it was representative of the diversity within the Concordia undergraduate student body with respect to ethnicity, language, and also gender. Also in terms of where students were born, Canada or outside, a number of international students, and visible minority status. So we had this data, and the funding that we received was to initially, or the first part of it was to actually analyze this data, to answer 2 questions, and that would allow us to identify patterns of distress in university, to know, first of all, when we should intervene. So when do students need help? When are their needs the greatest? And then also whose needs are the greatest, or who should we be intervening with? Do we need to target certain groups for intervention? And this first set of analyses was conducted by postdoctoral fellow Shichin Fang, who is actually now an associate or assistant professor at the University of Lethbridge in Alberta. And the results of this analysis have been written up in a paper that were just accepted into the Canadian Journal of Higher Education. So they'll be published and available online probably sometime in the summer. So what did we find in terms of our first research question, which was when are needs the highest? So what Dr. Fang did was we looked at different indicators of well-being. So we had positive emotions, depressive symptoms, anxiety symptoms, and academic stress. And what we found across all of these sort of indicators of well-being and stress was a similar pattern, was that positive emotional well-being went down, and then the indicators of negative emotional well-being went up across the first 6 weeks of the semester. So that's where we saw the greatest rate of change, or the greatest increase. And then those rates plateaued from the middle of the semester, so mid-October till basically the start of final exams. We saw a rebound or recovery across the winter break, and then we saw a repeat of the pattern in the winter semester. So what can we say from this is that the distress, the needs are there at the start of the semester. So the distress begins to increase right from the start, and it peaks in the middle of the semester and remains high across to the end of the semester. So students need support from the start of the semester and throughout the semester, not just, for example, at the end of the semester during final exams. Whose needs are the highest? So for this analysis, we looked at group differences, both in terms of where participants started, so their levels of distress in September, but also whether or not those different identity status
risk factors would impact the pattern or their change over time across the semester. And what we found was that this set of factors impacted where participants started, where students started. So students with a history of mental health problems, they'd had reported more negative life events or stressful life events in the previous year, or experience of victimization in the previous year. Students who were younger or in earlier years of study, women, individuals who identified as a gender minority or visible minority status, and those with lower SES or greater current financial strain started the academic year with lower levels of positive well-being and higher levels of negative well-being and academic stress. But we didn't find that it actually changed the pattern over time. So where if you started off higher, you still had on average, there was still that increase across to the middle of the semester with the plateau that followed. So the pattern was the same, where you started is what differed. So we took those findings and we integrated them with our theoretical perspective that I'm going to present in the next slide to translate this information into a help-seeking intervention. And so in terms of a theoretical approach to help-seeking, we adopted or followed a youth model of help-seeking. So where, there's lots of different models of help seeking that are more sort of general or generic, or might be specific about seeking help for like a medical health problem, a physical health problem. But our project was informed by youth models because we were studying youth. Most post-secondary students are in the emerging adulthood transition to adulthood stage of development. And where the youth models differ from the general models is that they incorporate developmental stage into their model. So young people, when they're 18, 19, 20, 21, 22, they're still developing. Their brains are still developing. They're initiating new levels of autonomy. And these things can affect their willingness or their ability to seek help. So the other thing that is specific to the youth models is that the help seeking is considered a process. It's not just you're not seeking help or you are seeking help. It's that there's an ongoing process that is dynamic and you can go back and forth among these different phases. So the first phase is the drifting phase, where it's characterized by insecurity and exploration, trying self-understanding. So again, this is part of that developmental piece where young people are still developing an understanding of who they are, but also like, what is distress? Am I really stressed? Am I depressed? Why am I feeling this way? Is this going to last? They're asking themselves those questions. And in terms of coping, there's a greater reliance on avoidance, self-reliance and autonomy, because young people are always being told, you need to be more independent, you need to take care of yourself, right? So this can actually interfere with the help-seeking process. And also then lack of knowledge or mental health literacy of just knowing, what is depression, what is anxiety, how is it different from, feeling stressed during exams, these kinds of things. And the next stage or phase is the navigation phase. So once an individual acknowledges, okay, I think I do need help, right? My coping strategies aren't working. I need some help from somewhere else. They have to navigate it. There's a system they need to navigate. For university students, it's the campus wellness system, if you will. But this means that they might have to confront stigma, right? Self-stigma or stigma from others around them. They have to there's structural, there's logistic, barriers. Concordia is split on 2 campuses. We have some health services on our Western campus, but I think the mental health services are mostly downtown. So there are some navigational or logistical hassles. And then the final stage, after individuals have maybe gone back and forth between drifting and navigating, they end up hopefully docking and finding the help that they need. So this is our theoretical background. So in the next few slides, I'm going to show you what was presented to the participants as the intervention. So we use the data from phase 1 to develop these self-reflections. So we actually you sort of had these different
patterns that we extracted from the phase 1 and created this illustration and this reflection. So this was part of the drifting phase, the self-reflection, targeting self-reflection. So the reflection here is at the start of the semester, where we are now. Many students feel stressed a little or some of the time. Those are the green lines. And then we go through what the blue lines and the yellow lines or orange lines mean, and we have them reflect. And we shifted this as we went through the semester. So we changed the reflection to reflect where they were in the semester, so late October. And then we asked them to reflect on their own where they were, where they felt they were at. Were they higher or lower than other students, or higher or lower themselves in terms of their levels of stress? And then the next part, targeted navigation. So we asked the participants to identify their sources of their stress. So, what are you stressed about? Are you stressed about your mental health, finances, academics? And they could check as many boxes as they liked. And depending on the boxes that they checked, we showed them resources on campus that address those needs. So academics, and they had the opportunity to click on a hyperlink that would allow them to download a very detailed flyer with more information, contact information, and whatnot. But everybody minimally who got the intervention received the short list. So then the third phase was to actually evaluate whether this intervention, based on the youth help seeking models, worked. Was it efficacious, and did the students actually appreciate it? So this is the analyses that were conducted by postdoctoral fellow Jessica Metler, who is here, so she can answer more detailed questions about it during the question period if you have them. And of course, the details are also presented in the report that's available online. So similar to phase 1, the Office of Planning and Analysis sent out emails during the first week of the semester in September 2022. But embedded in the survey was the intervention, so the slides that you saw previously. And half of the participants got the intervention and half didn't. We had a control group in the fall semester. And the timing of the semesters mapped on to the results that we found in phase 1, so from objective 1. So we had a start of the semester survey, we had a middle of October, and then an end of November, end of semester survey in the fall, and then a similar schedule in the winter. And then we had a final follow-up survey in May that I'll talk about in a couple of slides. So the Group A got the intervention in every survey from September to April. Group B only got the intervention in the winter semester. So this allowed us to be able to compare Group A and B in the fall, and to compare Group B to themselves from fall to winter. So what did we find? So the analysis plan that we followed was to determine whether the intervention moved people to some degree through that help-seeking process that I outlined in the youth help-seeking models. And what we found was for the Group A in the fall, there was more movement. So 40.6% of participants moved, about 8% more moved groups that compared to the control group. So there seemed to be some movement that was prompted by the intervention. And across from autumn to winter for Group B, we found that fewer of them were in the drifting category from the fall to the winter. So about 10% fewer were drifting. We had some fewer in Group A as well, but it was a greater effect for Group B. We had fewer drifters in Group B. And overall, sort of anecdotally, we looked at this a number of different ways. We saw that about 5% more students in the intervention group across all the time points said they sought help compared to the control group. In the May survey, we asked students to tell us, we did a satisfaction survey to say, do you remember seeing this intervention that was embedded in the survey? Did you like it? And we found that, most students generally found it interesting. They found it relevant to them. And, it was something that they were willing to do. They were comfortable with the intervention. And they reported understanding their stress better after having seen the intervention.
Something else we observed was that we actually had better retention across in the intervention group than we did in the control group, which we think may have also been due to the students just liking that part of the survey. However, we also noted that 63%, so 2/3 of the participants didn't actually download the flyer when they were doing the intervention. So that part didn't work. There might have been one too many steps, one too many clicks required for them to actually download the flyer. And that may have also limited the effectiveness of the intervention. We also asked this complementary question, because even though we seem to have a modest effect or a small effect on prompting people to seek help, there's still a lot of students who didn't actually seek help when they were distressed. So we had an open-ended question where we just asked participants, if you were stressed and you didn't seek help, why not? And then we coded their responses using the model, and we found most of the reasons that were related to drifting and to navigating. And in the drifting category, it was mental health literacy. So, lack of knowledge, not understanding their symptoms, but also this idea of this preference for self-reliance and taking care of themselves. In the navigating phase, we had the logistical factors, so things like not having time. And this is something that's popped up in other aspects of our research, is this time crunch, right? I don't have time for all of this. I don't have time to take care of myself and also perform well academically. And then some structural barriers. So what do we believe are the importance of these results? Well, we think that, this was a really low intensity, low resource, low cost kind of intervention that targeted self-reflection and just provided information about campus resources that was matched to students' needs. And so we think that, and it followed the youth help seeking models, that this is really a promising approach or a promising model that can be used to develop interventions to help students understand themselves and understand their needs, and then to actually find the help that they are looking for or that would best help them. And so what are the recommendations for action? So we believe that for future interventions, specifically, with youth, with young people, emerging adults, those in the transition to adulthood, these interventions need to be multifaceted. They need to be integrated to better support university students. So, and to tell them all of the options that are available to them on campus. University campuses have all kinds of resources, ranging from like high intensity clinical counseling kinds of interventions to, extracurricular activities as a type of intervention, because it supports all aspects of the well-being, physical health, social health, these kinds of things. So students, they're often bombarded with too much information, and they don't know when the time actually comes, when they're feeling distressed, what to do and what will actually help them. And if students are unsure of how to access, or they're reluctant in some way, then all of those services aren't going to achieve their goals. So we think that looking forward, we need to think about how we're communicating to students about what's available to them in terms, and use the youth help seeking models to guide those kinds of communication strategies to better serve university students, because there might not be another time in their lives when they're actually in an institutional setting that has all of the services and programs and offerings available to them. So if we can get students to use them while they're there, they may be able to develop skills in terms of resilience and self-regulation and coping and future help seeking to help them later on in their lives. So I'm just about to wrap up. I want to note that this research, it began prior to phase 1 in terms of its planning to plan that first data collection. And there was a large team, so my co-researchers on the project, but many other people participated or helped with the execution of the initial phase of data collection, and then have been involved along the way since. So I just want to acknowledge all of their contributions here, and I will end it there, and we can open it up
to questions. Donc, merci. En fait, je reprends la parole très rapidement, simplement pour vraiment vous remercier, nos deux équipes, toutes les personnes qui ont présenté aujourd'hui, le public aussi pour votre attention, vos questions. Merci évidemment au ministère de l'Éducation du Québec, qui a rendu possible le financement de ces recherches très intéressantes. Merci, voilà, également à toutes les personnes qui m'ont accompagnée pour la technique. Je vais nommer Audrey. Les présentations ont été enregistrées, vont être accessibles sur notre site web, je l'ai dit au début de la rencontre, dans quelques jours. Donc, vous pourrez aussi vous rendre sur la page des projets présentés, puis le lien va y être ajouté là, dans quelques jours. Ces liens-là vous ont été partagés là, tout au long de la présentation, des présentations. Nous vous transmettrons également un petit sondage de satisfaction. Nous vous prions de vouloir le remplir autant que possible. Vos rétroactions nous aident énormément à nous améliorer, à mieux accompagner aussi nos équipes. Si vous avez des commentaires, on peut leur transmettre par la suite. Donc, vraiment, c'est pour permettre de répondre à vos attentes, à vos besoins dans les années à venir. Donc, on espère que cette rencontre vous aura donné envie de participer à d'autres. Et je laisserai le vrai mot de la fin à notre partenaire, en fait, à Audrey Gontier du ministère de l'Éducation. Merci beaucoup, Karine. J'aimerais tout d'abord, évidemment, remercier le Fonds, particulièrement Karine Gendron et Audrey Asselin pour l'animation et l'organisation de l'activité d'aujourd'hui. Et je peux m'empêcher de remercier aussi les chercheurs, chercheuses ainsi que leur équipe pour la générosité avec laquelle ils ont partagé les résultats de leurs recherches respectifs aujourd'hui avec nous. Je suis convaincue que les résultats auront des retombées certaines, que ce soit au ministère ou dans le réseau scolaire québécois, dans lequel il y avait beaucoup de participants aujourd'hui. Mille merci à ces participants qui ont été branchés avec nous en ligne et à ceux qui écouteront la vidéo plus tard. Vous êtes plusieurs personnes à avoir été inscrites, ce qui témoigne d'un réel intérêt pour la recherche en éducation et c'est toujours plaisant à voir. Comme mentionné, Karine, il y a différentes activités de transfert qui ont lieu et qui s'en viennent. Pour le programme de la persévérance et la réussite scolaire, la prochaine activité a lieu le 16 avril. Elle portera sur des projets portant sur l'enseignement durable et la participation scolaire des parents. Audrey devrait déjà vous avoir transmis le lien là, dans la conversation pour vous y inscrire. Le lien est déjà accessible. Puis si vous voulez être informé des différents outils de transfert ou des activités de transfert des connaissances, je vous invite à vous inscrire à l'infolette de la recherche du ministère de l'Éducation. Le lien est également disposé dans la conversation. Sinon, il ne me manque plus qu'à vous remercier encore chaleureusement pour votre participation et à vous dire à bientôt. On se revoit le 16 avril.